Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Ça va être un live One Piece sur le chapitre qui est enfin sorti, le chapitre 1149, le fameux chapitre qu'on a étudié les 2 jours derniers. Ça va être exceptionnel parce qu'on a pas mal d'informations, pas mal de choses à tout simplement interpréter, à détailler, à décortiquer comme on a l'habitude de faire. Donc let's go. Aujourd'hui, pas d'autopromo encore une fois. Je vais juste vous remercier les gars, vous êtes les GOAT. Merci pour tous vos messages, pour tous vos messages de soutien. Je savais pas comment ça allait être pris par la team YouTube, donc voilà, j'apprenais un petit peu. Mais franchement, vous êtes les GOAT, vous êtes les meilleurs, ça fait grave plaisir. Et aussi, je voulais remercier aussi toutes les autres personnes qui commentent, qui donnent les théories, qui participent et tout. Vous m'éclatez, j'ai tapé une barre en lisant vos messages tout à l'heure. Désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je vais essayer de faire un effort là-dessus et de passer vraiment beaucoup de temps à essayer de répondre à un maximum de messages. Donc voilà, je voulais tous vous remercier. Donc voilà, j'ai vu quasiment tous les derniers messages qui datent de la dernière semaine, des 2 dernières semaines. Donc voilà. Et écoutez, encore merci. Et franchement, les gars, vous régalez. Donc let's go. Là, on va tout simplement attaquer le chapitre. Et je pense que ça va être tout simplement légendaire. Donc let's go les gars, c'est parti. On va tout simplement react au chapitre 1149 de One Piece qui s'annonce tout simplement légendaire. Donc on commence avec la couverture du Weekly Shonen Jump. Donc là on a la couverture du Weekly Shonen Jump avec Luffy. En plus juste ici les gars, on voit marqué Netflix parce que normalement la saison 2 du live action de Netflix doit sortir cette année. Donc voilà, je pense qu'il y a des petites informations qui vont dans ce sens-là, des petits indices. Bon, c'est marqué en japonais donc je pourrais pas vous traduire, mais je pense que ça fait partie des choses dont tu voulais parler. Donc trop hâte de voir un petit peu ce que One Piece va nous proposer, que ce soit dans le live action, dans les épisodes ou dans les shows. Ok, donc là c'est parti, on est tout simplement sur le color spread. Donc là c'est trop cool parce que du coup j'avais peur un petit peu et en fait j'avais mal lu, j'avais mal compris hier dans les spoils où ils disaient que toutes les femmes elles étaient déguisées en enfants, mais pas du tout. En fait ils ont juste dit que Bonnie était en forme enfant. Et j'ai eu peur, j'ai eu peur, je me suis dit comment ça va partir en cacahuète, je sens qu'on va être mal. Donc vas-y, on reste sur ça, j'ai pas trop analysé, si vous avez vu la vidéo les gars, je pense que vous avez dû craver. Mais bon, tout se passe bien, on est correct, made café, bel et bien des tenues de soubrette comme ils disent, mais sourbette, je crois, je sais plus comment ça se dit. Mais voilà, c'est décent, c'est correct, j'aime bien. J'aime beaucoup même, pour vous dire la vérité. Il y a vraiment ce côté détente, un peu convivial, tu vois. Vous avez la ref. Voilà, je pense que j'ai pas plus de choses à dire par rapport à ça, mais joli color spread. Peut-être qu'on pourrait analyser ça plus tard pour voir un petit peu les petits détails qui sont cachés à l'intérieur, mais pour l'instant, rien de flagrant. On a un chat, on a des petites infos, mais pas de foreshadowing évident à remarquer pour l'instant. Donc let's go. On commence le chapitre là où s'est arrêté le précédent et on voit tout simplement Robin, Jinbei, Usopp, Brook qui sont complètement choqués et qui crient tous face à l'attaque légendaire de notre bon vieux Gaban. Petit message de l'éditeur qui nous dit le bras gauche du roi des pirates fait son entrée. Et du coup, on voit Sommers tomber au sol pendant que Gaban enduit ses haches de haki et le découpe. Du coup, tout le monde se pose la question à savoir c'est qui lui. C'est vrai que si vous vous rappelez bien, personne ne connaît Scooper Gaban. Seuls les géants le connaissent et il n'a pas encore donné son identité au Mugiwara. Donc là, on voit Sommers qui crache du sang quand même et qui tout simplement est en train de crier. Ensuite, on a Usopp qui est choqué et qui se dit ça a marché, mais pourquoi? Comment t'as fait? Et Gaban, comme tous les anciens qui se respectent, dit je suis rouillé. Garp avait dit la même chose, Rayleigh avait dit la même chose. Donc voilà, toutes les légendes de l'ancien monde ont pour point commun leur puissance et le fait d'être abasourdis de leur faiblesse, alors que nous, on ne voit que de la force pour l'instant. Ok, petite rotation de lame pour Gaban qui ensuite enchaîne avec une attaque sur Sommers. Sommers utilise un mur de ronces et Gaban essaye de découper le mur. On a Sommers qui nous fait une rotation arrière, pirouette en arrière, t'as capté. Et il ajoute le ratiboiseur. Qu'est-ce que tu fous à Elbaf? Ok, donc voilà. Sommers qui est blasé du fait que Gaban soit ici, qui s'attendait pas à se mesurer avec le bras gauche du roi des pirates. Il dit je suis pas là pour taper la discute. Et du coup, on a des échanges de coups qui se font entre les deux protagonistes, antagonistes. Et Usopp qui dit vous l'avez rencontré au château.
Et on a ensuite un petit dialogue avec les Mugiwara. C'est Nami qui dit « Luffy et Zoro n'ont rien pu faire contre lui, c'est le père de Colon, un gamin de l'école. » Vieillard. Si je me trompe pas, c'est Scuba Gavan. Non mais Robin trop informé, ça m'éclate. Robin elle connaît tout, c'est ça qui m'éclate le plus. Si je me trompe pas, c'est Scuba Gavan. C'est le bras gauche du roi des pirates au même niveau que Rayleigh. Ça m'éclate parce qu'il y a vraiment une égalité entre le premier et le deuxième. Même si en vrai de vrai, on a l'impression que le premier et le deuxième sont classés dans l'ordre de puissance, quoi. Mais ça, c'est des messages qui veulent tout dire d'un côté. Alors, qu'est-ce qu'un type comme lui fait sur l'île des géants? Et du coup, à l'intérieur, on a Chopper toujours caché dans la barbe de Saul qui dit « Son attaque a fonctionné, comment ça se fait ?» Et Robin dit « Je ne peux plus bouger, mais je devrais pouvoir l'aider avec mes pouvoirs. » Laisse tomber Robin, c'est un homme ronce, avec ton pouvoir, tu ne pourras rien faire. Donc voilà. Surtout qu'en vrai de vrai, quand on voit Gaban, la puissance, il a besoin de rien. Il a vraiment besoin de rien. Ronce impérial et enfer écarlate. Voilà, on a l'impression qu'il a fait 2 attaques nommées différentes pour piéger Gaban, donc il envoie tout ce qu'il a, je pense. Sommer dit regarde bien où tu marches. Allez viens. Et Gaban dit j'ai pas que ça à faire. Et du coup il détruit toutes les ronces et les découpe tous une par une pour finir par découper l'homme ronce lui-même en 2. Donc là on a vraiment une démonstration de puissance qui est tout simplement légendaire. Et son attaque s'appelle le Futenraku qui veut dire Rhapsodie céleste de la hache. Je sais pas si je l'ai bien lu mais moi je l'ai pas. Donc là on voit Sommers qui se fait découper, déchiqueter, on voit Gaban qui malheureusement tombe dans les ronces, mais grâce à sa maîtrise de la hache, il arrive à taper avec sa hache pour pouvoir faire une pirouette et s'éloigner sans subir aucun dégât. Donc là on a vraiment un mec qui maîtrise tout simplement le combat à la perfection. On a vraiment un combat qui se termine avec 0 dégâts subis pour Gaban. Et là, on voit Nami et Usopp qui sont complètement choqués de la puissance de Gaban. Franchement, je suis abasourdi les refs. Et tous les Mugiwara qui sont choqués et qui disent il l'a défoncé. Et c'est vrai que franchement, il l'a défoncé les gars. C'est ouf de savoir que Gunko a massacré tout l'équipage des Mugiwara, mais que Gaban a 1v1 un chevalier du vin à lui tout seul. C'est quand même fou, c'est quand même fou. Et on a donc Chopper qui arrive et qui dit où tu vas Chopper? Et Chopper saute dans les ronces et dit aïe ça fait mal. Comment est-ce qu'il a fait pour trancher un type immortel? Il doit y avoir un truc. Ça c'est légendaire parce que du coup il se pose exactement la même question que tout le monde se pose depuis 2 chapitres et il va enquêter là-dessus. Donc voilà, là on est un petit peu à la place de Chopper sur ce coup-ci. Donc là on change complètement de scène avec cette fois-ci une vue sur l'école et on voit Gillingham dire bon travail. Et on voit tout simplement l'école qui est en train de brûler. Et on voit aussi Ange qui pleure. Donc voilà, la théorie comme quoi Ange pourrait être une mauvaise personne commence à s'amenuire petit à petit. Et là, on voit Gillingham qui dit « T'as compris ton rôle, c'est bien, je vais m'occuper de l'autre bâtiment. » Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce bâtiment est complètement différent. J'espère juste que c'est pas la bibliothèque, parce que voilà, la bibliothèque est beaucoup trop importante pour qu'elle puisse être brûlée. Mais j'ai l'impression que si. Ah si, c'est la bibliothèque. Oh, j'ai le démon, c'est la bibliothèque. Ça brûle bien. Ce n'est pas de votre faute, Seigneur Jarl. L'héritage des générations précédentes, notre histoire, commence à disparaître. Et ça, c'est habile de la part de Da, parce que ça permettrait aussi de garder certains secrets sur tout simplement le siècle oublié, mais aussi toutes les révélations autour d'Eiji et tout ce que Vegapunk a étudié. Parce qu'au final, le fait qu'on détruise tout ça va faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir les informations tout de suite. Je pense que c'est pour garder un peu de secret pour la fin du manga. Mais aussi, je pense quand même que tout va pas être détruit. C'est pour moi un peu trop gros. Ils ont résisté à un Buster Call. Ils sont là depuis des millénaires. Ça m'étonnerait qu'on les voie se faire détruire comme ça. Ok, allez, on continue les gars. Là, on voit tout simplement Ronia qui est tout simplement au-dessus du vide et qui est surveillé par un Gunko, si je ne me trompe pas. Et on a tout simplement Gillingham qui parle et qui dit mise à feu terminée. Et Gunko qui dit tu peux revenir, Gabi. Tu pourras au moins te réjouir un peu, non? Vraiment Gunko qui est vraiment vénère. Et Ronia dit désolé d'être encore en vie. Donc là, elle est légendaire parce qu'on a vu que elle, ce qu'elle voulait, c'est mourir pour sauver Elbaf. Et au final, on a détruit la bibliothèque et l'école, donc elle a tout perdu. À cause de moi, tout est en train de brûler. Je suis désolé. Et du coup, tous les enfants disent arrête, Ronia. Tu te trompes, Ronia. En vrai, elle mérite de vivre. Ok, donc là, on passe à Gaban qui se dirige tout droit vers Gunko et qui dit la culture, l'histoire, les enfants, leur force armée. Vous n'avez pas le droit de prendre quoi que ce soit. Un membre de l'équipage du roi des pirates. En résistant, tu condamnes les otages à mort, tu sais. Oh, c'est Monsieur Ya. Koro, Monsieur Ya est là. Il est venu pour nous sauver. Ne m'appelle surtout pas Colon. Ah ouais, parce que du coup, ils vont cramer. Et Colon, qu'est-ce qu'il dit? Il crie papa comme ça, tout le monde capte bien que c'est le fils de Gavan dans la merde. Enfin là, il a signé l'arrêt de mort de son père sans le savoir. Il va s'en vouloir, mais il pouvait pas savoir. Hein. C'est mon père, les gars. Mon père est le plus fort que n'importe qui. On va s'en sortir, les gars. Ouais.
il va payer cher cette phrase. Donc Gaban qui est là, qui transpire, qui est payam, il essaye de découper Gunko, mais Gunko part à une vitesse ahurissante, donc déjà plus rapide que Gaban, c'est ouf. Et elle se dirige directement vers la tête de Colon et positionne une lance qu'elle a fabriquée avec son pouvoir sur la gorge de Colon. Et Gunko dit donc tu me donnes l'autorisation de le tuer. Et Colon dit arrête. Tu sais ce que ça implique de s'attaquer à moi? Et c'est Gunko qui dit ça. Et Gaban réfléchit en disant je dois la tuer en un coup et sauver les enfants par extension. C'est maintenant ou jamais. Si j'agis maintenant, je devrais pouvoir arrêter l'incendie à la bibliothèque. Colon, accorde-moi une seconde, sois patient. Je sais que tu es courageux. Là, le courage, je sais pas si ça va suffire les refs. Et Colon dit d'accord papa, je suis un guerrier, foule une raclée. Tiens le coup, je vais te sauver. Et Gunko dit une vie perdue ne peut être récupérée. Et du coup on a un flashback de Colon, de Ripley et de Gaban jeune. Wow, Gaban il avait vraiment la classe. Attends, vous le voyez pas. Gaban il avait vraiment une classe intégrale. Et il dit c'est notre enfant. Qu'est-ce qu'il est grand et mignon. Merci de l'avoir mis au monde, Ripley. C'est mon trésor le plus précieux. Et Ripley dit, tiens beau. Donc là, on voit justement que Gunko transperce le cou de Colon et que le sang commence à couler. Et Gaban réfléchit et dit il faut que je mette fin à ce bordel sinon ça va dégénérer. Donc là on voit qu'il va vraiment utiliser le maximum de sa puissance pour pouvoir attaquer. Mais en fait Gaban utilise son haki du futur et voit tout simplement Colon se faire transpercer parce qu'il n'est pas assez rapide malheureusement. Et du coup Colon qui dit je vais tenir et Gaban grille Colon. Oh non ok je vois la tête déchirante de Gaban dont tu parlais dans les spoils. On voit Gaban l'arme à l'œil dire arrête je me rends. Et ça c'est très intéressant les gars pourquoi? Parce qu'en fait si vous vous rappelez bien, le combat Luffy-Zoro contre Gaban, c'est fini exactement de la même manière. Je sais pas si c'est un hasard ou si c'est un petit foreshadowing d'Oda, parce que vraiment c'est exactement la même chose. On a Gaban qui lève les deux mains en l'air et qui lâche ses haches au même moment. Donc petit foreshadowing, pas impossible. Et là on a donc Gaban qui se rend. Et Gunko retire son arme de la gorge de Colon pour ensuite, je pense, l'utiliser sur Gaban. Et Gaban évidemment s'excuse devant Elbaf. Il dit désolé Elbaf. Et Gunko dit quelle faiblesse. Et là, on a tout simplement une attaque. 3 flèches qui lui transpercent de part en part le torse et tombe malheureusement. Et Gaban dit désolé Colon, tu as dû souffrir, pardonne-moi. Et Colon pleure pendant que son père tombe de l'arbre et tout le monde est dégoûté, y compris moi, le premier les refs. Et là les gars, ça y est. Donc voilà, tous les enfants continuent de marcher à cause du pouvoir de Gillingham et de Gunko. Et on a donc tout simplement une scène ultra triste où tout le monde subit la violence de la scène et lâche leurs meilleures larmes. On a Gunko qui entend papa, tu vois, et ça lui fait penser à quelqu'un dans ses souvenirs qui crie père, père. Et là on voit quelqu'un pleurer et en fait on suppose que cette personne c'est Gunko, mais en fait étant donné qu'il y a 2 personnes différentes avec un âge différent, peut-être que c'est soit 2 temporalités différentes, soit une personne qui peut être la mère de Gunko ou la sœur de Gunko ou quelqu'un d'autre. Donc voilà, on a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la coupe de cheveux est la même. Et du coup, Gunko commence à reprendre ses esprits et dit c'est quoi ce souvenir? Et là, on voit quoi? On voit l'ombre de Brook qui tient la main de quelqu'un et on entend Brook dire yo ho ho. Et je pense que c'est Brook qui dit ça. Il dit tu sais, mon rêve, c'est de devenir pirate. Donc on enchaîne avec la dernière partie du chapitre et Brook dit elle lui ressemble vraiment. Et Usopp dit on doit trouver un moyen de nous échapper. Et Brook reprend ses esprits et dit ah oui, désolé. Et du coup, Gunko entend le mot Brook et elle se demande tout simplement est-ce qu'on parle du même Brook, hein? Je pense que c'est ça que la réaction veut dire. Et elle dit c'est toi Brook. Et là, quelque chose lui arrive. Elle perd connaissance entre guillemets. Et là, une voix sordide commence à sortir des entrailles de la terre, on va dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que vous traînez? Killingham répond et dit Seigneur Imu, la terre sainte est en flammes. Ouah, qu'est-ce qui lui arrive? Son visage est devenu terrifiant. Et Im termine avec il nous faut des renforts. Mu va vous montrer à quoi ça ressemble d'être dominé par Dieu. Et Im-sama fait finalement son apparition avec un contrôle à distance de Gunko. Donc voilà, encore une mécanique qu'on ne comprend pas, encore quelque chose qui va nous retourner la tête 36 000 fois, mais Gunko est bel et bien contrôlé par Imu-sama. J'aimerais même dire que Imu-sama est présent sur l'île d'une certaine manière. Et comme je vous l'ai dit hier par rapport à la théorie, peut-être que Im-sama pourrait être l'antagoniste final de l'arc d'Elbaf avec un
affrontement contre Luffy, Loki, etc., etc. Mais que c'est pas la réalité, c'est-à-dire c'est pas vraiment Im-sama, c'est juste, on va dire, 10%, 15%, 20% de Im-sama qu'il va falloir détruire parce que elle est trop forte malgré le fait qu'elle soit pas à pleine puissance. Et ça pourrait vraiment effrayer, entre guillemets, les Mugiwara, mais aussi tous les lecteurs par rapport à la puissance de Im-sama. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite react. On va passer à l'analyse. Restez branchés l'équipe. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va passer à l'analyse. Je pense que c'est un bon moment pour décortiquer tout ça. Il y a tellement de choses à dire que je vais essayer de faire le plus rapide et concis possible. Donc déjà, on a évidemment des informations visuelles supplémentaires par rapport à ce qu'on avait vu hier dans les spoils. Et là, on voit justement Gaban déjà qui a une classe intégrale dans le passé. Vraiment, il avait vraiment la classe. On comprend comment il a réussi à conquérir la montagne, si je puis dire. Et en même temps, une démonstration de puissance dans le sens où, voilà, Sommers, il l'a vraiment détruit, mais pas que. Il a aussi fait en sorte d'utiliser son Haki du futur pour essayer de sauver son fils. Mais ça s'est mal terminé, malheureusement. D'ailleurs, ça montre vraiment que la vitesse de Gunko doit être un de ses meilleurs points forts. C'est même un truc de fou que le bras gauche du roi des pirates n'ait pas réussi à lui mettre un petit coup fatal en mode rapidité. Surtout que si le parallèle se fait entre Gaban et Sanji, Sanji est sûrement l'homme le plus rapide de l'équipage. Pour moi, c'est avéré, mais ça reste encore à prouver. Et ben, Gaban devait être aussi un des hommes les plus rapides de l'équipage de Roger. Et du coup, logiquement, il aurait dû être plus rapide que Gunko, mais je pense que Gunko, sa rapidité, c'est ce qui fait d'elle une légende. D'ailleurs, on l'a vu, elle a réussi vraiment à massacrer l'équipage des Mugiwara. Ok, donc voilà pour Gaban. On l'a perdu, mais c'est pas très grave parce que voilà, il va tomber sur la montagne et la montagne, il va la dévorer parce que c'est le dévoreur de montagne, donc il n'y a pas à s'inquiéter pour lui. Et en plus de ça, il manque Loki, il manque Luffy, il manque Sanji Zoro, donc tout est parfait. Ils vont pouvoir se réunir et faire un plan d'attaque pour pouvoir tout simplement aller détruire les chevaliers divins. Cependant, on a vu que Gunko s'est fait contrôler par Im-sama. Ça, c'est aberrant parce que du coup, ça nous montre tellement de possibilités pour la suite du manga. Je l'ai dit hier, je vous conseille vraiment la vidéo d'hier, les gars, parce que j'ai vraiment tout détaillé. Je ne veux pas le refaire ici pour éviter de me répéter. Mais en gros, si elle est capable de contrôler Gunko, qu'est-ce que ça va donner avec Garling? Qu'est-ce que ça va donner avec Shamrock? Qu'est-ce que ça va donner avec l'ensemble des Tenryubito, des Gorosei, ou même potentiellement un Barbe Noire qui pactiserait avec le diable? Peut-être que l'antagoniste final du manga pourrait être une espèce de fusion entre Barbe Noire et Im-sama. Vraiment la fusion légendaire qui tout simplement transformera Barbe Noire et Im-sama en monstre invincible. Peut-être le fameux monstre de la fresque qu'on a vu plus tôt dans les chapitres précédents. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir. Ensuite, je vous l'ai dit hier, juste pour résumer, Marie-Joie est en flamme. Pour moi, si Marie-Joie est en flamme, c'est parce que quelqu'un attaque. Mais il y a une phrase qui dit tout, c'est « il nous faut des renforts ». Et ce mot « il nous faut des renforts », alors qu'on sait qu'il y a Garling, il y a Shamrock, il y a les Chevaliers Divins, les Gorosei, ça porte à interrogation. Quelle est la personne qui attaque? Beaucoup de gens pensent qu'il y a une chance que ce soit Dragon. À mon sens, c'est pas Dragon parce que ça lui ressemble pas d'attaquer comme ça. Ça lui ressemble pas. Ça pourrait être, comme je l'ai dit encore une fois, d'autres personnes qui tout simplement veuillent se réfugier à Marie-Joie. Et leur nombre et le fait qu'ils viennent du monde entier pourrait justement faire en sorte qu'il y ait une espèce de difficulté à les rejeter, tu vois, étant donné que voilà, ça fait beaucoup de monde. Même si on a Shamrock, tout, même si c'est des randoms, s'il y a beaucoup de monde, c'est dur à régler, tu vois. Donc il faut des renforts, il faut beaucoup de personnes, encore une fois. Et ensuite, la dernière personne, c'est évidemment Barbe Noire. Je pense que c'est la plus logique, étant donné cette fameuse phrase il nous faut des renforts. Franchement, s'il n'y a pas un level empereur qui vient pour attaquer Marie-Joie, je vois pas où est la menace. Surtout pour toutes les personnes qu'il y a là-bas. On sait qu'il y a de la marine qui est censée pas être très loin, QG de la marine. On sait qu'il y a, comme j'ai déjà dit encore et encore, Shamrock, Garling, le Gorosei, les Chevaliers Divins. Donc, s'il n'y a pas vraiment une force colossale, il n'y a pas de raison d'avoir besoin d'enfants. Donc ça, c'est le côté autour des personnes qui attaquent Marie-Joie. Et pour terminer, on a donc Im-sama qui prend le contrôle de Gunko. Et Gunko, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui s'est bien illustré. Franchement, elle est légendaire. Je pense que, on le sait peut-être pas encore, mais ça a l'air d'être une des personnes les plus puissantes des Chevaliers Divins, contrairement à ce que je pensais. Parce que, déjà, elle est venue avec Shamrock. Moi, je pensais que c'était Shamrock le plus fort et peut-être Gunko la moins forte, histoire de pas trop dévoiler de personnes très très puissantes parmi les Chevaliers Divins. Et là, ce qu'on voit, c'est que potentiellement,
Gunko pourrait être vraiment une des personnes les plus fortes parce que voilà, quand on voit sa capacité à se déplacer, à se mouvoir facilement, quand on voit aussi comment elle a réussi à battre Gaban, hein, même si en termes de puissance elle n'a pas réussi à le battre, elle a quand même réussi à le battre en étant un peu plus intelligente et plus rapide. Donc pour moi, clairement, elle a grave prouvé qu'elle était grave forte. Après, là pour moi, je pense que le fait que Im-sama puisse prendre possession de son corps va encore la faire glow up et devenir plus forte. Et pour moi, Gunko va être l'ennemi final. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui peut tout simplement être plus forte que Im-sama, Gunko dans cet arc. Je vois pas quelqu'un de plus fort pouvoir arriver. Il pourrait y avoir une espèce de guerre. Le seul problème, c'est qu'en fait, là, Im-sama se bat sur 2 fronts différents. Donc ça pourrait être compliqué pour elle d'assouvir tous ses desseins. Je sais pas si elle va réussir à tenir le front à Elbaf et le front en Terre Sainte. C'est ça qui me dit que potentiellement, peut-être qu'on va même pas réussir à la battre. Peut-être que c'est elle qui va annuler son pouvoir pour pouvoir terminer ce qu'elle a terminé sur la Terre Sainte. Donc ça, c'est fou parce que ça mettrait vraiment Im-sama en tant que légende dans l'univers de One Piece. Donc ça, je pense que c'est les choses les plus importantes. Et tout le reste, même au niveau des flashbacks, etc., j'en ai parlé hier, donc allez voir. Mais si je devais ajouter quelque chose, c'est que voilà, il y a quelque chose de bizarre entre Brook et Gunko. Et il y a ce fameux mot papa, le fait que c'est ce mot-là qui a stoppé le pouvoir d'Im-sama. Ça montre pour moi clairement que les chances pour que Brook soit père et une fille, c'est vraiment possible. Hein. C'est vraiment possible. Et peut-être que la piraterie, c'est ce qui lui a permis d'échapper à son passé, étant donné que là, quand on voit les images, on a l'impression que, en gros, que ça s'est mal passé, tu vois. Donc moi, je vois bien une histoire comme quoi Brook avait une femme et une fille. Il a cru dans son passé que sa famille était morte et du coup, il a décidé de prendre la mer pour oublier tout ça et de créer sa propre famille avec les Rumbar pirates. Donc ça, c'est quelque chose de complètement possible. Et en fait, moi, c'est vraiment le mot papa qui me fait tilter, mais après, ça me semble un peu obvious. J'ai l'impression que c'est vraiment Oda qui veut vraiment nous montrer ça. C'est pour ça que je garde ma réserve là-dessus. Mais c'est quelque chose qui rentre parfaitement dans le scénario. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui date d'il y a très très longtemps. Hein. Vraiment très très longtemps. Donné que Brook a passé 50 ans dans le triangle de Florian, donc je pense que si Gunko est aussi jeune physiquement, soit c'est parce qu'elle est cachée, soit c'est parce que l'immortalité a fait en sorte qu'elle le soit, quoi. Qu'elle ait pu le rester aussi. Donc voilà, je pense que c'est le plus logique pour l'instant. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ça. Donc voilà, petit outro pour la team YouTube. Les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de pause. On va essayer de décortiquer comme d'habitude toutes les informations. Ce sera le mardi, le mercredi et le jeudi, comme cette semaine. Et on va essayer tout simplement de répondre à toutes les questions qu'on se pose, même si j'ai vraiment l'impression que dans le prochain chapitre, on aura 0 réponse par rapport à ce chapitre-là. Je pense que Oda va partir sur une autre narration et ces réponses-là, on les aura bien plus tard dans l'arc d'Elbaf. Donc à voir. En tout cas, merci beaucoup. Et écoutez, je termine comme ça. N'oubliez pas, vu les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt.